Donc, je vais me présenter, comme ça on va gagner du temps, je vais essayer de faire court. Donc David Réunion, je suis cofondateur de Yego, avec 5 autres associés, dont certains vous connaissez, qui sont d'ailleurs dans cette salle, à savoir Julien et Bernard. Et nous souhaitons vous présenter ce beau projet. Voilà. Donc en fait, Yego est né il y a de ça un an, le 14 octobre pour être exact, justement lors d'un hackathon. Et ce projet est né en fait suite à deux constats. En fait. Un premier constat qui est le fait que nous avons de plus en plus une empreinte numérique qui est diffuse, non maîtrisée, voire stressante. On voit bien que la digitalisation est en train de manger le monde et on est juste au cœur de tout ça. Et on essaye tant bien que mal de gérer toutes nos identités, tous nos échanges d'informations. C'est très compliqué et c'est stressant comme je le disais. Pour les entreprises, c'est un enfer aussi, puisque en fait, elles se retrouvent dans une situation où la collecte d'informations nous concernant est coûteuse. Souvent, elle est peu fiable, elle perd très rapidement de sa qualité, et d'autre part, elle se retrouve à devoir répondre à des réglementations qui sont de plus en plus strictes. Et donc tous ces éléments-là nous ont fait penser qu'il fallait réinventer la façon d'échanger des données. On sait bien que les échanges sont pilotés par la confiance. Si d'un côté vous avez des utilisateurs, personnes physiques, stressés, ne sachant pas exactement ce qu'il se passe, qui entendent chaque mois des data breaches de grandes entreprises, et que de l'autre côté vous avez des entreprises qui se retrouvent avec des coûts exorbitants et une qualité d'information qui est faible, inévitablement vous n'allez pas augmenter les échanges. Donc l'idée, c'est de vraiment changer la façon dont on aborde cette problématique. Et donc on va donner aux personnes physiques, mais ça fonctionne aussi pour les organisations, la possibilité de disposer d'un coffre-fort numérique virtuel, c'est pour essayer de se matérialiser le service, qui se veut évidemment sûr, qui soit simple d'utilisation à la fois pour les personnes physiques et les organisations, qui permettent, et ça c'est un élément excessivement important, de pouvoir partager des documents qui sont certifiés dès la source, qui donne à chacun la maîtrise de ses droits et qui puisse suivre l'ensemble de ses droits dans le temps. Et tout ça en faisant en sorte qu'on ne se retrouve pas dans la situation où on a un tiers centralisateur. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, on remet à l'utilisateur, d'abord on remet l'utilisateur au cœur de l'échange, on fait en sorte qu'il reprenne la maîtrise de ses données, et en tant que propriétaire, il va pouvoir alimenter son compte en information, autoriser des échanges avec des tiers, soit pour y accéder ou déposer des documents certifiés. Il va avoir la possibilité de piloter l'ensemble de ses accès. Il aura ainsi la possibilité d'auditer, revisiter et mettre fin à ses accès. Tout ça, évidemment, en bénéficiant de la blockchain. Et donc le produit Yego, la solution Yego, se veut à 8 points importants dans la philosophie de la solution. Donc, premier point, c'est évidemment, comme je l'ai expliqué, simplifier et renforcer la confiance dans les échanges numériques. On va avoir un premier élément qui va concerner l'identité. Et donc, pour cet élément-là, il va falloir assurer le plus haut niveau de qualité d'information par rapport à cette identité. Il faut s'assurer que la personne qui va échanger de l'information est bien celle qu'elle prétendrait. Et donc là, on va s'aligner sur les niveaux réglementaires les plus élevés qui s'appliquent au marché bancaire. D'un point de vue technique, on va essayer de bénéficier de la robustesse des architectures décentralisées et distribuées. On va aussi utiliser la blockchain dans son axe de non-falsifiabilité et d'immuabilité. Et enfin, on va faire en sorte de déployer une stratégie de sécurité ne rendant jamais visibles les informations dans l'écosystème. Donc les informations seront cryptées dès le début de l'échange avec l'ensemble des intervenants. Toutes les informations sont signées, ce qui va permettre d'élever le niveau de fiabilité des données. On permet un accès simple aux utilisateurs et aux personnes morales, et on fait en sorte que pour les personnes morales, qui seront les financeurs, l'ensemble de cette nouvelle solution soit économiquement plus attractive.
Et donc, la solution Yego correspond à 6 fonctionnalités majeures. Première fonctionnalité concerne la gestion d'identité. Et donc, la première démarche est de faire en sorte que l'utilisateur puisse bénéficier de ce qu'on appelle une identité décentralisée. Elle va être distribuée et on va faire en sorte qu'il ait un niveau de reconnaissance comme celui dont on a parlé pour la banque, pour DeFi, à savoir du KYC et la lutte contre le blanchiment. Ensuite, on va lui permettre de pouvoir gérer ses permissions et ses consentements, échanger de l'information certifiée, stocker de l'information, gérer des processus et également gérer des traitements. L'ensemble de la solution se veut facile d'accès, aussi bien pour les utilisateurs que pour les entreprises. Donc les bénéfices attendus, c'est évidemment une simplification pour les utilisateurs personnes physiques, faire en sorte que ces personnes puissent reprendre la maîtrise de leurs données. Pour les personnes morales, simplifier les processus de collecte d'informations, tout en étant raccord par rapport à la réglementation, la GDPR par exemple, et pour la société en général, améliorer la qualité des échanges. Et donc l'équipe, et voilà. Donc je vous écoute pour vos questions, si vous en avez. Il n'y avait pas un autre nom, ce projet, il n'y a pas longtemps. Alors, au tout début, en fait, il s'appelait Big Data. C'est ça. Voilà. Et donc, je disais, il a été renommé Yego. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors du Hacking Institute, on l'a effectivement prénommé Big Data. Mais malheureusement, le nom était déjà utilisé. Oui. Comment ça se présenterait pour l'utilisateur en fait? Une plateforme en ligne, un client sur la machine? Oui, très bonne question. Donc en fait, pour l'utilisateur, c'est relativement simple. Il dispose d'une application sur son portable, par exemple, et il va pouvoir gérer, piloter l'ensemble des informations. Donc d'abord son identité et l'ensemble des informations qui sont partagées avec les tiers, que ce soit des organisations ou d'autres personnes physiques. Pour l'entreprise, en fait, elle dispose d'API qui vont lui permettre de se connecter à l'écosystème Yego et d'accéder aux informations dès lors que les consentements ont été effectivement mis à disposition. Oui. J'ai une question, le single point of failure. Qu'est-ce qui, dans la conception de Yego, protège en fait les utilisateurs lambda, MAMI, des techniques de hacking classiques? Alors, là où on ne pourra pas répondre, pour être très clair, c'est les problématiques autour de la clé. Si effectivement Mani a tendance à partager sa clé, ça va être un petit peu plus compliqué, mais là, c'est le seul point, le single point of failure qu'on pourrait trouver. Pour tout le reste, que ce soit l'ensemble du réseau ou la blockchain en tant que telle, c'est ce qui permet de partager l'ensemble des échanges. Et donc, de prime abord, personne, ce qui est un élément très important, personne ne peut accéder à l'information dès lors qu'il n'en a pas l'autorisation. Et quand on dit n'a pas l'autorisation, ça veut dire qu'à un moment horodaté, vous avez la possibilité d'avoir une clé qui vous permettra d'accéder à l'information cryptée. Oui. Si j'écoute la Wi-Fi au moment où la personne envoie son code, je l'ai, non? Est-ce qu'il y a un cryptage point à point prévu? Oui, tout à fait. Donc le cryptage, et je n'ai pas été assez clair, j'ai voulu aller trop vite, le cryptage se fait dès le départ. Donc en fait, lorsque vous êtes sur, par exemple, votre app sur votre mobile, vous avez une photo par exemple, et bien elle va être cryptée directement dès la sortie de votre téléphone. Ah, alors ça, c'est un élément beaucoup plus technique. Voilà. On pourra aller voir un peu plus finement. Et donc, en fait, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est l'intérêt que les entreprises, puisque en fait, le projet a débuté il n'y a même pas un an, il n'y a pas un seul rendez-vous avec les entreprises qu'on a pu rencontrer, et on en a rencontré une petite trentaine, où on n'a pas de nouveaux cas d'usage, puisque l'échange d'informations pour une entreprise, et en ce compris vis-à-vis des sous-traitants, est un point névralgique. J'ai vécu le déploiement de la GDPR chez Thalys, l'opérateur ferroviaire entre Paris et Bruxelles. C'est un enfer total.
Cette solution-ci permet de faciliter grandement le pilotage et surtout, ça va vous permettre de pouvoir présenter vis-à-vis d'autorités extérieures un audit des échanges qui ont eu lieu, des consentements qui ont été donnés à un instant T. Et ça de manière neutre. C'est-à-dire que ça ne sera pas les logs de l'entreprise où un administrateur peu scrupuleux pourrait apporter quelques modifications. C'est effectivement lié à l'échange qui a eu lieu à un instant T entre une personne physique et une organisation. Un dernier point. Aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit, il y a 3 grands axes sur lesquels on travaille. Le premier axe, c'est la self-sovereign identity. Donc, cet axe-là, on va le retrouver, à mon sens, dans les 18 prochains mois, partout. Parce que la problématique de l'identité numérique devra être révolutionnée. Deuxième élément, l'échange de données, on vient d'en parler. Et c'est ce qu'on appelle, chez nous, alors c'est des termes un peu plus marketing, du blind data hub. Data hub, on voit bien, c'est l'échange de données, une plateforme d'échange de données, un écosystème d'échange de données. Blind, aveugle, parce que personne ne peut accéder à cette information, même pas illégaux, surtout pas illégaux, à l'exception des gens qui sont soit les émetteurs, la source de la donnée, les propriétaires de la donnée et les destinataires pour lesquels un consentement a été donné suivant un contrat déterminé. Et enfin, un troisième élément, c'est le blind computing. L'idée est très simple, c'est la plateforme permet de mettre à disposition des datasets de manière confidentielle. Une tiers partie, une organisation, veut utiliser ces données, toujours confidentielles, en utilisant un algorithme qui va rester confidentiel. On fait en sorte que personne ne puisse voir ni les données, ni l'algorithme, ni les traitements, et on fournit l'ensemble des résultats à chacune des parties. Et donc ça va vous permettre, par exemple, dans un champ fonctionnel, ça va vous permettre de tester l'éligibilité d'un client par rapport à une offre, sans connaître le client, sans lui demander une quelconque information invasive. Il reste confidentiel. Il reçoit l'information comme quoi il est éligible. On lui demande s'il veut être mis en relation avec l'entreprise. Il dit oui. Son dossier est déjà pré-rempli. Il y a énormément de cas d'utilisation sous cet axe-là. Mais on peut imaginer bien d'autres choses. Dès lors qu'on souhaite qu'un traitement confidentiel puisse s'appliquer à des données confidentielles, les intervenants ne reprenant que les résultats. Est-ce que vous avez d'autres questions? Business model, j'avais réfléchi à des, entre guillemets, offres déjà commerciales, aussi bien des particuliers que des entreprises. Alors, tout à fait. Donc, et alors, pour être tout à fait honnête, 2 axes. Donc, premier point majeur, pour des raisons d'adoption, de facilité d'adoption, les personnes physiques ne payent rien. L'idée, c'est que ce soit un modèle freemium, free sur l'utilisation de base. Et puis, le business model, en fait, est soutenu par des organisations qui ont un intérêt aussi bien sur des problématiques de conformité, des problématiques de fiabilité des données, puisqu'on comprend bien dès lors que j'ai donné un abonnement, par exemple, sur des informations qui peuvent évoluer dans le temps et que chaque mois cette information est mise à jour, il y a un intérêt pour l'entreprise. Et puis, enfin, quand on a parlé de blind computing, pour ces entreprises, le fait de pouvoir tester des choses, identifier de nouveaux clients, acquérir donc de nouveaux clients, de manière confidentielle en étant dans la réglementation, ça se regarde avec vraiment intérêt. Et alors, donc, pour répondre à votre question, c'est l'entreprise qui paye. Voilà. La question qu'on se pose encore, donc, on a un modèle qui est un modèle très basique autour d'API, mais on est en train de réfléchir sur le mode de tokenisation, de telle sorte qu'avec l'écosystème, soit associée une économie interne à l'écosystème. Et c'est surtout, en fait, pour fluidifier l'ensemble des échanges. Il y a un projet à Lyon à peu près similaire qui est en train de se développer, où j'ai un peu bossé sur un volet avec eux, où il est question que le propriétaire des données affecte une certaine valeur à chacune de ces données,
et la personne ou l'entité qui veut les récupérer accepte ou pas de payer pour y accéder. Tout à fait. Et alors, je pense qu'on connaît ces personnes, par ailleurs. Donc, Probablement. et alors on les connaît, mais parce qu'en fait, on pense que... alors après, tout le monde reste dans son couloir de concurrence, mais il y a un intérêt à collaborer. Parce qu'on comprend bien qu'au-delà de la technologie, c'est surtout une acculturation des usages. Il y a un point important, je suis allé un peu trop vite dans la présentation, mais le point central est que pour une entreprise, pour les entreprises, on est véritablement utilisateur centrique. Donc, alors, je ne vous fais pas du marketing parce que tout le monde le dit, mais là, effectivement, c'est la personne physique qui est au centre. Ce qui va simplifier énormément de choses. Après, il y a une autre discussion qui est autour de la valorisation des données. Donc ça fait plus de 10 ans qu'on nous dit l'or noir du 21e siècle, ce sont les données, fantastique. Puis on nous dit, finalement, il ne faut pas tout toucher. Prenez des données, mais pas trop. Et donc, il y a une véritable confusion, en fait. Je ne pense pas que... il faut à ce moment-là faire en sorte que l'offre et la demande puissent se retrouver. La question, c'est est-ce que l'écosystème il va avant tout être piloté par la vénalité de chacun ou il y a un autre schéma potentiel. Donc je pense qu'on arrivera à la fin à ce mode-là, mais peut-être que l'approche est plus smooth, plus simple, moins dans un schéma. Je pense que mon adresse, elle vaut 1 euro. D'accord? Oui et non, peut-être pas. Et donc... Elle le vaut pour Facebook, pourquoi pas pour moi? Oui, mais alors Facebook, alors ça c'est intéressant, parce qu'en fait, vous aurez autant de business models que d'entreprises. Et donc, je pense que là, comme le système bouge dans tous les sens, ça me paraît assez compliqué. Il est préférable de faire en sorte de faire confiance aux utilisateurs. Et le système, avec un peu de chance, le système arrivera à un équilibre. Voilà. Après, Dieu seul sait. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, donc on travaille avec eux. Il y a un intérêt à faire en sorte de faire bouger les lignes et de partager l'information, voire du travail, autour de le nouveau mode de gestion d'identité, et puis aussi avoir une démarche beaucoup plus, disons, en accord, au-delà des réglementations, avec une vision du monde un peu différente sur l'échange de données. Et ça déjà, je pense que le fait d'être ensemble, ça aidera. Oui. Lancement officiel de la plateforme. Alors, c'est une excellente question. Il y a 1 an, c'est bon. Tout à fait. Alors, non, et alors, juste pour être honnête avec vous, au tout début, on était vraiment sur un sous-cas. Ouais. Et aujourd'hui, on se retrouve bien solide sur nos jambes. Alors, 3, en l'occurrence, l'identité, partage de données et le ban computing. Donc ça, il nous a fallu aussi faire la recherche technique pour arriver à ça. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point. Dans le même temps, ce qu'on a voulu faire après le 14 octobre de l'année dernière, il n'y a rien de mieux pour valider une idée qu'un client. Et donc, c'est de chercher des premiers clients. Problème, il faut monter un consortium. Donc, c'est à la fois intéressant puisqu'on est allé voir aussi bien des organisations publiques que des sociétés privées, mais après, pour aligner l'ensemble de cette planète, ça prend du temps. On reste avec cette idée, mais on pense que ça prendra encore un petit peu de temps. On avance grandement avec la région du Grand Est, l'Eurométropole, avec la CAF. Mais là, par exemple, avec la CAF, le point, c'est qu'on est renvoyé tout de suite à Paris. Et donc là, on est en train de monter tout ce qu'il faut pour justement aller dans ce sens-là. Donc ça, c'est une première voie. Il y a une deuxième voie, parce qu'on comprend bien que même entre organisations, il y a un intérêt à implémenter ce type de technologie. Vous êtes une société avec, alors je tairai le nom de la société, c'est une société alsacienne, qui fait du transport. Oui, je ne dis pas qui c'est. Et donc, elle a 350 sous-traitants. Chaque année, ils se donnent rendez-vous tous les 6 mois pour partager des informations, des documents sur l'assurance, les problématiques de réglementation sociale. C'est une personne physique à temps plein, des rayonnages de classeurs et un fichier Excel. C'est juste très étonnant pour un début du 21e siècle. Et donc là, en fait, on voit tout de suite l'économie. Un autre élément qui est important, une fois que vous avez échangé de l'information, ça devient un canal de communication avec votre client. Un canal de communication qui va être beaucoup moins cher que l'envoi de courrier.
Lorsqu'une banque doit chaque année vous envoyer les nouvelles conditions financières, enfin, ou conditions de prix qui sont en train d'évoluer, elle vous envoie un courrier. Elle n'est pas certaine que vous allez les recevoir, ça lui coûte quand même un petit peu d'argent. Elle n'est pas certaine que vous allez l'ouvrir, elle est encore moins certaine que vous allez les comprendre. Là, on peut avoir des démarches où, à chaque étape, on va pouvoir signer, s'assurer que vous ayez bien reçu l'information et que cette information a été validée par vous. Avec un quiz pour s'assurer qu'on a compris. Alors, ça on verra. Je pense qu'il faut laisser au métier il faut laisser au métier l'expérience client. Ils doivent. Mais en tout cas, ce qui importe surtout, c'est le fait d'avoir validé la réception. Et donc, voilà. Ah, bon. Ouais. Merci.